Bonjour, Myriam Guénim, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate en droit social. Vous êtes responsable du syndicat des avocats de France de Seine-Saint-Denis. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous aider à comprendre ce qu'il y a en jeu dans la réforme de la justice. Alors, pourquoi est-ce que cette réforme de la justice est autant décriée, contestée, rejetée par les personnels judiciaires? Pourquoi est-ce qu'il y a un rejet aussi global, aussi fort? Alors bonjour, merci de votre invitation tout d'abord. Effectivement, les professions juridiques, de manière assez unanime, donc Oui. que ce soit les avocats, les magistrats, les personnels de greffe, les personnels qui s'occupent de la protection de l'enfance, critiquent de manière unanime ce projet de loi qui a été voté hier à l'Assemblée nationale en seconde lecture. En seconde lecture. Et qui sera au Sénat début février. Exactement, et qui Oui. revient une dernière fois à l'Assemblée nationale. Pourquoi nous critiquons ce texte? Ce n'est pas une protestation corporatiste, comme le laisse à penser le gouvernement. C'est une protestation qui est assez unanime et c'est assez rare pour être souligné, parce qu'on considère que cette réforme ne répond en rien aux besoins de la justice. C'est une réforme qui va entraîner une déshumanisation de la justice, une augmentation de coûts pour les justiciables saisir la justice et qui va entraîner un éloignement territorial des juridictions euh, des justiciables. Donc vous reconnaissez qu'il faut une réforme de la justice, que la justice en France, ça va pas bien, mais en tout cas, cette réforme-là, vous dites non, c'est pas ce qu'il faut faire. On a besoin de réformer la justice, c'est une évidence quand on regarde le fonctionnement des tribunaux actuellement, mais Mhm. le seul besoin dont on a vraiment besoin massivement, c'est de moyens. La justice a besoin de moyens, la justice a besoin de moyens pour fonctionner, elle a besoin de personnel pour fonctionner, et tout ça a un coût. Et en réalité, ce gouvernement, prenant en compte cette logique finalement comptable, va décider, au lieu d'augmenter les moyens, de réduire les possibilités d'accès aux juges et donc de procès éventuels. D'ailleurs, c'est vrai que l'organisme, le CEPEJ, euh, nous dit qu'il y a pour 10 juges en France pour 100 000 personnes, il y en a 22 en Grèce, il y en a plus en Albanie, il y a plus de juges en Albanie qu'en France, que les Allemands consacrent à peu près 122 euros, je crois, par habitant à la justice, et la France à peine 60, enfin presque 70, mais un petit peu moins. Donc en fait, la France, en Europe, c'est pas un pays qui consacre beaucoup d'argent, qui met pas un budget conséquent sur la justice, non? Je me trompe? Non, non, vous vous trompez pas du tout. La France est actuellement le 24e pays sur 27 concernant 24e sur 27 le en budget Europe. alloué à la justice. Effectivement, nous sommes derrière des pays comme l'Albanie. Donc pour un État qui prône le fait d'être un grand État de droit, c'est absolument scandaleux le traitement qui est réservé à la justice dans ce pays. Alors, on va essayer de comprendre, on a travaillé ensemble avant, parce que la justice, c'est quelque chose de très important, hein. C'est d'ailleurs ce qui fonde une démocratie, séparation des pouvoirs. Donc, on va examiner ensemble deux volets. Le volet civil, qui concerne l'ensemble des citoyens, et après, dans un second temps, le volet pénal. Alors, vous nous dites que vous pointez en tout cas une dématérialisation des pratiques de la justice, et même on va confier à des plateformes privées qui sont non contrôlées par des instances judiciaires, on va confier à des plateformes privées une partie de la, comment dire, de la justice française. Effectivement, le projet de loi justice, ce qu'il prévoit, c'est que pour un certain nombre de litiges, et notamment de petits litiges, le justiciable soit obligé de passer soit par une saisine informatisée de la justice, Mhm. ce qui pose un certain nombre de difficultés pour des gens qui n'ont pas accès au numérique. Dans un département comme la Seine-Saint-Denis, il y a Oui. presque 70% des gens qui n'ont pas accès au numérique. 70% des citoyens de Seine-Saint-Denis n'ont pas accès au numérique. Oui, Oui. et donc vont avoir du mal à saisir ce service public. Mhm. Et donc ça, c'est une première difficulté. Le projet de loi justice prévoit également que pour un certain nombre de litiges, les citoyens soient obligés de passer par des plateformes privées. Ces plateformes privées, on ne sait pas encore qui va les réglementer, ce Mhm. qui est quand même problématique parce que nous sommes une profession réglementée, on prête un serment, Mhm. on a un certain nombre de règles déontologiques. Mhm. Ces plateformes-là, ce n'est pas notre profession qui va décider si elles sont conformes ou pas à nos règles. Donc ça échappe à la justice, en C'est fait. le gouvernement qui va décider de ça. D'accord. C'est le gouvernement qui va décider si un certain nombre de plateformes vont être autorisées ou pas à régler un certain nombre de litiges privés. Donc effectivement, on s'éloigne d'un service public. On va avoir une justice qui va être privée, qui va être déshumanisée, dématérialisée. Et en plus, ces plateformes, on le sait, le projet, c'est qu'effectivement, quand on va saisir ce type de plateforme,
en fonction d'un certain nombre d'algorithmes, on va dire aux gens, voici vos chances de succès. Donc là, on est loin de la justice humaine, puisque ce sont des algorithmes qui pourront décider pour une part. Effectivement. Alors, vous nous dites aussi que, enfin, la loi dit aussi qu'il va y avoir une fusion entre les tribunaux d'instance et les tribunaux de grande instance. Alors, je rappelle que les tribunaux d'instance, il y en a 304 en France. Les tribunaux de grande instance, il y en a 164. Et donc, vous allez nous rappeler rapidement ce que sont, à quoi ils servent. Et donc, en fait, comment dire, le projet de loi veut carrément les fusionner. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tribunal d'instance? Qu'est-ce que c'est qu'un tribunal de grande instance? Et pourquoi ils veulent les fusionner? Enfin, on peut s'imaginer pourquoi, mais enfin, quelles conséquences? Alors, les tribunaux d'instance sont des juridictions spécialisées qui vont avoir à traiter d'un certain nombre de litiges qu'on pourrait qualifier de petits litiges. Oui, Par exemple, si vous avez un problème avec votre propriétaire ou qu'un propriétaire a un problème avec son locataire, ou de voisinage. exactement, c'est devant le tribunal d'instance. C'est pour des litiges dont le montant n'excède pas un certain taux, si vous voulez. C'est D'accord. des problèmes de consommation également qu'on peut retrouver devant le tribunal d'instance. Je ne sais pas, vous avez acheté une voiture, il y a une difficulté sur une des pièces, etc. C'est le tribunal d'instance. Donc, c'est des juridictions spécialisées pour des petits litiges. Mais c'est important quand même pour la paix Exactement. des citoyens, ça. Exactement. Faut pas que ça s'envenime. C'est une juridiction de paix, c'est une juridiction de proximité, parce que le maillage territorial, si vous voulez un tribunal de grande instance, vous l'avez dans le chef-lieu du département. Les tribunaux d'instance, c'est plus réparti dans un certain nombre de villes, et donc le maillage territorial permet qu'un citoyen ait un juge à proximité et beaucoup plus proche. Pour des choses, les tribunaux d'instance, par exemple, gèrent également les tutelles. Ah Donc oui? sur les personnes âgées, par Ah oui. exemple, connaissant le vieillissement de notre société, c'est quand même important qu'une personne âgée n'ait pas besoin de faire parfois 200 kilomètres pour arriver à son tribunal de grande instance. Excusez-moi, Myriam, mais sur les tutelles, je m'écarte juste. Il y a aussi quelque chose qui change sur les tutelles. Ce n'est plus ce n'est plus un juge qui va décider de la tutelle. Non, je me trompe? Sur les tutelles, pour l'instant, on n'a pas de changement, mais c'est peut-être, ça va peut-être D'accord, être ok, donc j'ai mal lu. prévu. Donc excusez-moi. Et Je vous donc en prie. tribunaux de grande instance, Les maintenant? tribunaux de grande instance, c'est donc la grosse juridiction. Donc on va avoir à la fois tout ce qui va être traitement des affaires pénales, des affaires civiles liées aux affaires familiales. On va avoir le tribunal pour enfants qui va être dans le tribunal de grande instance. C'est la grosse juridiction. Le projet de loi prévoit une fusion dans l'organisation judiciaire et donc l'absorption Mmh. par le tribunal de grande instance des tribunaux d'instance. Mais en quoi ça va améliorer le sort des Alors, justiciables, ça, ça, et des seul citoyens? le gouvernement le sait, parce que nous, on critique cette mesure, dans la mesure où cette fusion, le gouvernement ne cesse de nous marteler, il n'y aura pas de suppression de juridiction. Mais en réalité, dès lors que dans l'organisation judiciaire, on fusionne, ça va permettre à la chancellerie, d'un simple trait, de rayer un certain nombre de juridictions de la carte, sans Mmh. aucun état d'âme, sans aucune concertation. C'est ça qui va se passer. Et en province, on arrivera probablement à des déserts juridiques comme on a des déserts médicaux. Parce qu'effectivement, on aura la facilité avec cette fusion de pouvoir effectivement supprimer un certain nombre de juridictions. Le second problème, c'est Mmh. qu'on va avoir une absence de spécialisation Ah oui. des juridictions. Et les greffiers décrient beaucoup cette mesure parce que, par exemple, un greffier qui est au Conseil des prud'hommes, si un jour il y a un manque dans une chambre, je ne sais pas, liée à l'immobilier au tribunal de grande instance parce qu'il y a un arrêt maladie, on va pouvoir lui dire, vous partez 2 semaines là-bas. C'est quand même problématique. Les greffiers sont des rouages indispensables à notre système judiciaire et le fait qu'on leur retire cette spécialisation, juger d'un problème de prud'homme, c'est pas tout à fait pareil que de juger d'une hypothèque. Alors, donc en fait, les greffiers, comme les avocats, ont des spécialités. Hein, vous êtes avocate, vous, en droit social, donc les greffiers aussi. Et qu'est-ce que c'est qu'un greffier? Est-ce que c'est vraiment... oui, c'est indispensable, visiblement, Ouais. mais dites-nous un petit peu. Le greffier est indispensable à l'audience. Aucune audience ne peut se tenir sans greffier. Le greffier va être celui qui va prendre les notes de ce qui va se dire en audience, Mhm. il signe avec le juge les jugements, parce qu'en fait, c'est lui qui fait foi de ce qui s'est dit et des débats. D'accord. Donc c'est un rouage indispensable. Ça, c'est la partie visible. Mhm. La partie invisible de leur travail, c'est un travail de fourmi, où ils vont traiter les courriers des avocats, où ils vont traiter les demandes, où ils vont gérer les calendriers d'audience. C'est vraiment un rouage indispensable de notre système judiciaire. Et la seule chose que demandent les greffiers, c'est d'être en plus grand nombre parce qu'actuellement, ils ne peuvent pas fonctionner. Alors, j'ai lu quelque part qu'il y a des journées qui commençaient à 10 heures du matin, qui finissaient à 6h30 Ouais, le lendemain matin, mais ouais, pour les greffiers, les magistrats, les avocats, tout le monde. pour l'ensemble des personnels de la justice. Ouais.
Bah, une journée, si vous voulez, par exemple, de comparution immédiate, Mmh. ça peut commencer effectivement. On commence, alors ils arrivent en général vers 7h30, 8h pour préparer leur audience. Mmh. Et ensuite, si vous voulez, ça s'enchaîne. Les audiences peuvent continuer, enfin, commencent normalement à 13h. Donc les avocats ont vu les personnes avant, etc. Les greffiers ont préparé l'audience. Et parfois, les audiences durent effectivement jusqu'à 3-4 heures du matin. Ça arrive assez régulièrement. Et donc, ils font un volume d'heures qui est assez phénoménal. Les magistrats également, et les avocats également, évidemment, parce qu'on est là avec nos clients jusqu'à la fin et jusqu'au délibéré. Donc il faut bien une réforme de la justice, mais pas celle qui est aujourd'hui Ouais. machinée en quelque sorte par le pouvoir exécutif. La difficulté, si vous voulez, dans cette réforme de la justice, c'est qu'elle a été faite sans aucune concertation. On Oui. n'a pas concerté les professionnels de la justice. On n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Si vous voulez, comme beaucoup de réformes qui sont faites par ce gouvernement depuis son arrivée, on nous donne un projet, on nous dit voilà, maintenant vous adaptez ça ou pas. Mais c'est pas comme ça qu'on concerte en fait en réalité. En réalité, on prend d'abord des éléments de langage, on demande un certain nombre de questions, on pose un certain nombre de questions aux professionnels du droit et on leur dit voilà, qu'est-ce que vous voulez améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer. Mais c'est pas ce que fait ce C'est pas ce qui gouvernement. s'est passé. Et il nous méprise finalement tellement parce que je considère que c'est une forme de mépris. Par exemple, sur la justice des mineurs, ils vont carrément réformer par ordonnance. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont voté dans le projet de loi justice la possibilité pour le gouvernement, en dehors de tout débat, de réformer la justice des mineurs. En fait, en vous méprisant, à travers vous, il méprise les citoyens. Bien sûr, Il méprise les bien citoyens sûr. et une véritable justice. Alors, vous nous dites aussi que les règlements des, enfin, nous dites la réforme de la justice va entraîner le fait que les règlements des litiges des pensions alimentaires par la caisse d'allocation familiale se fera par la caisse d'allocation familiale et plus par le juge. Alors c'est un peu comme les plateformes, enfin c'est pas comme les plateformes privées, mais enfin là il y a encore un déplacement, il y a encore, on dessaisit la justice d'une part de ses prérogatives. Exactement. Auparavant, si vous voulez, quand vous aviez une difficulté sur votre pension alimentaire, vous avez un changement de situation, ou votre conjoint a un changement de situation, et donc vous voulez une revalorisation de votre pension alimentaire, il faut saisir un juge. Donc un juge, ça nécessite effectivement du temps d'audience, d'écouter les gens, de regarder les justices. Le projet de loi justice prévoit le déplacement de ce contentieux au profit des caisses d'allocation familiale, qui prendront ces décisions-là de manière beaucoup plus machinale et donc beaucoup moins humaine. Premier point. Un des derniers amendements qui a été voté suite à notre combat sur ce texte, le gouvernement a quand même concédé que pour les affaires complexes, on puisse aller devant le juge aux affaires familiales. Mais sauf qu'on ne sait pas ce que va être la complexité, vu qu'elle est définie uniquement par le gouvernement. Donc on attend un peu de voir dans quelle mesure Hmm. ces affaires complexes seront effectivement reviendront vers un juge. Parce qu'on confie ça à des gens dont c'est pas la formation, c'est pas le métier. Et en fait, quand, comme vous me le disiez tout à l'heure hors micro, c'est les algorithmes qui vont, ils vont s'appuyer sur les algorithmes, Il quoi. va y avoir un certain nombre d'automatismes Hmm. donc, qui sont faits par un certain nombre d'algorithmes et donc les pensions seront automatisées. Alors pour la masse des habitants de notre pays, pour la masse des citoyens, ce volet civil, ils sont pas au courant, les gens, de ce qu'il y a dans cette réforme. Ils sont pas au courant. Déjà, c'est difficile, mais ça va l'être encore plus. Ce qui est inquiétant, si vous voulez, c'est que la justice civile, c'est ça la justice du quotidien. Oui. Quand on enlève les procès en pénal qui sont un peu spectaculaires et qui Hmm. font La une des la une journaux. des journaux, la justice du quotidien, c'est j'ai un problème avec mon employeur, j'ai un problème avec mon locataire, j'ai acheté un téléphone qui ne fonctionne pas, j'ai un problème avec mon opérateur téléphonique, etc. C'est ça la justice du quotidien. Je me suis séparée de mon conjoint, je dois aller voir un juge pour savoir comment va se passer la garde de nos enfants. C'est ça la justice du quotidien. Et effectivement, les justiciables doivent prendre conscience que ce texte est un recul d'un service public et que effectivement le service public de la justice, comme vous le disiez, Hmm. c'est un juge de paix. C'est ça la justice, c'est qu'effectivement ça permet d'avoir un certain nombre de relations humaines et sociables qui vont être un minimum apaisées. Et actuellement, c'est pas ce qu'on a et c'est pas ce qu'on aura avec ce projet de loi justice, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire. Et notamment en rendant encore plus difficile l'accès à la justice, Bien hein. sûr. Vous le disiez, en province, avec un espèce de désert géographique, et dans les départements plus peuplés, densément peuplés comme la Seine-Saint-Denis, parce que 70% n'ont pas accès au Exactement. numérique. Et donc, en fait, c'est qu'on est très loin de la justice de Salomon. En fait, Salomon, c'était beaucoup, beaucoup plus juste Mm. avec ses deux mères, avec cet enfant. Alors, maintenant, le volet pénal. Il y a une réforme de la procédure pénale. Alors d'abord, il y a la suppression de la cour d'assises. Mhm. Alors en tout cas en France, ça résonne. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce que c'est d'abord une cour d'assises et qu'est-ce que ça engendre?
Alors, les cours d'assises, ce sont les juridictions qui vont avoir à traiter des crimes les plus graves. Donc, Hmm. les viols, les meurtres, les braquages. C'est la juridiction qui va traiter de ce type d'infraction. Une cour d'assises, elle est composée de magistrats professionnels, mais également de jurés citoyens qui sont tirés au sort sur les listes électorales. Oui. C'est la dernière juridiction en France avec des jurés citoyens. Je rappelle quand même que sur tous les jugements qu'on reçoit, il y a marqué que la justice est rendue au nom du peuple français. Et Oui, c'est vrai. finalement, la cour d'assises, c'est le seul endroit Hmm. où le peuple peut encore s'exprimer dans la justice et donner sa voix. Et un procès d'assises, par définition, compte tenu de la gravité des faits qui y sont traités, est un procès long, parce qu'effectivement, on va écouter les victimes, on va écouter les prévenus, on va écouter des experts judiciaires. Et ça demande un temps d'audience, et parfois, effectivement, ça peut s'étaler sur 2 ou 3 semaines. Donc, les sessions d'assises ne peuvent pas être de manière permanente. Hmm. Le gouvernement, partant de ce constat, va de manière totalement artificielle nous dire, comme finalement c'est assez long et coûteux d'organiser une session d'assises, on va supprimer la cour d'assises et renvoyer vers des juridictions ordinaires avec uniquement des magistrats professionnels. Donc là, ça change quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses, effectivement, et surtout, c'est un double discours de ce gouvernement qui, l'année dernière, nous disait que la cause des femmes était prioritaire et que, Mhm. par exemple, notamment sur le viol des femmes, on devait effectivement mieux traiter ces infractions-là. Mais en réalité, en supprimant la cour d'assises, ça sera également une justice de moins bonne qualité qui sera rendue parce qu'on donnera moins de temps, autant d'audience, autant d'expression de la victime. Donc on éloigne de plus en plus les citoyens de l'exercice de la justice. Et en plus, je vois qu'il y a une généralisation de la visioconférence pour les audiences pénales. Mhm. Alors qu'est-ce que c'est? Donc ça sera, comment dire, les gens seront plus mis en contact physiquement. Exactement. Alors expliquez-nous un peu ça parce que je comprends Alors, pas. encore une fois, si vous voulez, le fait, par exemple, si on a une personne qui est donc prévenue d'un certain nombre d'infractions, elle peut être détenue dans une maison d'arrêt. Hmm. Et donc, au moment de ces audiences, il faut qu'elle soit ramenée au tribunal. Mhm. Ça nécessite donc une escorte, Bien sûr. ça nécessite donc du temps, de l'argent. Et donc, comme ça coûte, au sens de ce gouvernement, trop cher, ce qu'on va faire, c'est de faire comparaître les gens par visioconférence. Donc, ils vont rester dans leur maison d'arrêt. Leur avocat aura le choix soit d'aller avec eux à la maison d'arrêt, soit d'être devant le juge. Et on- il pourra s'exprimer à travers une télé, une caméra. Ce qui est totalement déshumanisant. Ce qui, au-delà du fait que ça pose un certain nombre de problèmes parfois de techniques basiques, parce qu'évidemment la caméra coupe, on n'entend pas, etc. Comment voulez-vous que quelqu'un puisse s'expliquer sur une infraction qu'il a commise face à un juge qu'il voit par un écran? Parfois sans son avocat, parce que certains avocats préfèrent être face au juge, qu'il Hmm. essaye de convaincre. Hmm. Bien sûr. C'est extrêmement déshumanisant comme justice, et encore une fois, c'est uniquement une logique de moyens. D'accord. Alors, en fait, la justice, on voit souvent, comment dire, les gens qui sont mis en examen puis condamnés. On voit moins souvent, d'ailleurs, le public le vit mal, les victimes. Mais la justice, c'est d'abord fait pour les victimes. Et vous, vous nous dites qu'avec cette réforme, le droit des victimes recule, Oui. que le droit des victimes est moins bien pris en compte. Mm. C'est quand même extrêmement grave, ça. Le droit des victimes recule à plusieurs titres. D'une part, on va généraliser le fait de déposer des plaintes en ligne. Donc, encore une fois, un commissariat, pour fonctionner et prendre les plaintes des citoyens, donc des victimes, a besoin de moyens. Et comme on refuse d'allouer des moyens supplémentaires au commissariat, on va dire aux gens, portez plainte derrière votre écran. Encore une fois, c'est d'une violence extrême pour des gens qui parfois ont subi des choses extrêmement graves, Bien sûr. qu'on ne leur donne même pas la possibilité de parler à un être humain. Donc là, il y a un premier recul, si vous voulez, des droits des victimes. Et comme je vous le disais, sur les procédures, par exemple, donc, avec la suppression de la cour d'assises et sur les procédures de viol, on va enlever à la victime le temps d'audience et la possibilité de s'expliquer, et encore une fois, d'avoir une justice de qualité. Et donc, comment dire, quand vous parlez des victimes, vous mettez aussi l'accent sur, sur les femmes, sur, sur les femmes, mais pourquoi particulièrement? Parce que enfin, je veux dire, c'est important en quantité ou est-ce que c'est un phénomène nouveau? Enfin, Si vous voulez, j'ai mis l'accent là-dessus dans le cadre de nos préparatifs parce que
il y a un double langage du gouvernement sur cette question. On ne peut pas d'une part dire c'est la grande cause nationale, le droit des femmes, et d'un autre côté, faire reculer leur possibilité d'être jugées dans de bonnes conditions. C'est pour ça que ça me semble important. C'est qu'effectivement, les femmes victimes de viols, et donc qui sont quand même des crimes extrêmement graves, le fait qu'on leur dise la cour d'assises dure, vous en aurez pas avant 2 ans, et donc du coup c'est trop long et on essaye de réduire les délais, c'est pas ça avoir une bonne justice. Une bonne justice, c'est de dire ok, on va mettre des moyens pour que votre procès d'assises soit plus rapide. Ok, on va mettre des moyens pour que vous puissiez être entendu dans un commissariat quand vous déposiez plainte. C'est ça, à mon avis, la priorité. Et la priorité, c'est pas simplement que le gouvernement fasse des économies. Alors au moment où le sentiment d'injustice grandit dans notre pays, mais pas seulement dans notre pays, on voit bien que cette réforme de la justice est quelque chose de crucial. Alors vous, vous vous opposez avec les magistrats, avec les greffiers, avec les éducateurs, avec les syndicats, la gauche aussi, à cette réforme au nom du droit, non seulement des justiciables, mais des victimes. Comment vous pourriez résumer qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui nous écoutent, aux citoyens qu'est-ce que vous pourriez leur dire sur les méfaits de cette réforme et qu'est-ce qu'il faudrait Alors, C'est un peu vaste, hein, mais ouais. bon, voilà. Alors, les méfaits de cette réforme, à mon avis, ça va être en 3 temps. Ça va être une justice qui va être dématérialisée. Oui. Et donc, ça va quand même empêcher un Ça va certain nombre de éliminer personnes, énormément de citoyens, exactement, ouais, de d'avoir l'accès. accès à la justice. Ça va être une justice déshumanisée. Et je considère que ce n'est pas une bonne chose pour un service public comme la justice de ne pas pouvoir rencontrer ses juges et les greffiers et les avocats pour un certain nombre de procédures. Le fait qu'on enlève les rapports humains dans toutes les procédures par souci d'économie libérale Donc me pose une ça, difficulté. ça veut dire qu'on retire la balance, quoi. On ne prend Exactement. pas le temps de balancer le pour, le contre, etc. Exactement. et de cogiter Ouais. pour rendre la justice. Et ça va être également, à mon avis, un des principaux méfaits pour les citoyens, c'est peut-être le coût de cette justice. Oui. Le fait d'aller vers une justice privée, il ne faut pas être naïf, ça va coûter de l'argent aux justiciables. L'État se désengage du service public de la justice, mais donc quelqu'un devra payer ces services. Ces plateformes privées seront payantes. Et donc les gens qui n'auront pas les moyens d'accéder à ces plateformes privées ne pourront pas avoir accès à la justice, vu que c'est un préalable obligatoire qui est prévu par le projet de loi justice. Et donc, est-ce que les citoyens doivent accepter que leur justice devienne payante, devienne privée, devienne automatisée? Je ne le crois pas. Et c'est pour ça que nous, professionnels du droit, on se bat, pas pour nous, mais on se bat pour les citoyens, parce qu'on croit à une certaine forme de la justice qui est, encore une fois, qui doit rester un service public. Donc c'est une régression. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il y a une pétition. Oui, il y a une Alors, pétition qui est en ligne. qui est en ligne, donc Oui, sur le site par exemple du Conseil national des barreaux, qui est notre organe représentatif, il y a une pétition que effectivement les citoyens peuvent signer pour soutenir le combat qu'on mène contre le projet de loi justice. Ils peuvent également, à chaque fois qu'ils rencontrent alors leurs donc élus Conseil national des barreaux. des barreaux, oui. Alors le barreau, c'était ce qu'on mettait entre. C'est quoi quand on dit le barreau? Le barreau, C'est- si vous voulez, c'est par tribunal de grande instance, Oui, il y a un barreau, c'est l'organisme qui va représenter les avocats. On a d'accord. un bâtonnier qui va être le chef des avocats par tribunal de grande instance. Et donc, moi, par exemple, j'appartiens au barreau de la Seine-Saint-Denis parce que j'exerce en Seine-Saint-Denis. D'accord. Donc il y a cette pétition sur le Sur le site du Conseil national des barreaux, vous avez une pétition Mhm. pour protester contre le projet de loi justice. Il y a d'autres endroits où on peut. Alors, l'autre chose que les citoyens peuvent faire pour nous Oui. aider dans ce combat, c'est à chaque fois qu'ils rencontrent leurs élus, donc que ce soit les maires, hein, les députés, c'est de leur dire ce projet de loi nous inquiète, ne votez pas pour ce texte. Ils peuvent écrire à leurs députés pour leur dire à quel point ce projet de loi les préoccupe et à quel point il ne faut pas voter ce texte. Oui, avant de voir un tribunal d'instance ou une grande instance disparaître et avant d'être Exactement. devant. Alors, Myriam Guény, merci. Alors, une dernière question. Pourquoi vous avez choisi cette profession, plus que cette profession, ce métier d'avocate? Alors, j'ai choisi ce métier parce que à une toute petite échelle et en toute modestie, c'est un métier où je me sens utile et j'avais envie de faire un métier où je me sentais utile pour les gens. C'est également pour ça que j'ai choisi de faire du droit social et de défendre exclusivement les salariés parce que j'essaye d'être utile pour les gens. C'est un métier qui permet, quand on a une certaine idéologie politique, quand on est par exemple au syndicat des avocats de France, c'est pas pour rien, de mener un certain nombre de combats politiques à travers la manière dont on exerce son métier. Et donc je trouve ça assez extraordinaire de pouvoir
et exercer une profession et en même temps mener un certain nombre de combats parce qu'en fait on défend un certain nombre d'éléments de société quand on se bat pour les droits de la défense, quand on se bat pour que les gens soient jugés dans des conditions dignes, quand on se bat pour qu'un salarié qui est licencié ne mette pas 1 an et demi pour avoir une décision de justice. Je considère que j'ai de la chance d'exercer un métier qui me permet à la fois de mener des combats politiques et d'aider les gens. Donc en fait, vous travaillez pour la civilisation et en quelque sorte contre l'instauration d'une certaine barbarie. J'espère, enfin, c'est un peu beaucoup, mais j'espère. Mais, non, non, je pense que c'est ça. Myriam Guénim, donc responsable du syndicat des avocats de France de Seine-Saint-Denis, merci. Merci à vous.